J'ai toujours été fasciné par le monde de la chevalerie, par ses rituels, ses codes de conduite et d'honneur, mais aussi par l'univers merveilleux qui l'accompagne. Grand lecteur de romans, j'ai dévoré les aventures de Lancelot du Lac, de Perceval, de Gauvin et des autres chevaliers de la table ronde. C'est pour pouvoir lire ces récits médiévaux à la source que j'ai appris à déchiffrer les manuscrits. En faisant des recherches à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, je suis tombé sur un manuscrit du XVe siècle qui n'avait encore jamais été étudié. Merci. Je parcours cet ouvrage intitulé « Les prophéties de Merlin ». C'est un recueil de prédictions attribué au célèbre enchanteur. Soudain, je tombe sur une enluminure représentant un chevalier et un dragon. Or dit les contes que Ségurant Librand, très bon chevalier, a envoyé ancien varlet à la cour le roi Arthur. Qui est Ségurant ? Ce chevalier dont je n'ai jamais entendu parler. Un chevalier de la table ronde ? Je poursuis ma lecture. Le serviteur s'en alla à Camelot tout droit devant le roi et lui dit « Roi Arthur, un chevalier d'un pays étranger m'envoie ici et vous demande de vous rendre dans 3 jours sur la plaine de Winchester avec vos chevaliers de la table ronde, prêts à jouter. Sachez que vous y verrez le plus grand prodige que vous ayez jamais vu. » Incroyable. Ce mystérieux Ségurant défiait les meilleurs chevaliers de la table ronde. J'avais sous les yeux un épisode inconnu de la légende du roi Arthur. Plus loin, j'en découvrais un 2e, puis un 3e. Tous racontaient les aventures du chevalier Ségurant, surnommé le chevalier au dragon. Peu à peu, un récit prenait forme. D'abord, l'adoubement de Ségurant sur l'île non sachante, puis son arrivée à la cour du roi Arthur, et enfin sa rencontre avec un terrible dragon. Qui est ce chevalier inconnu ? D'où vient-il ? Et quelle est sa place dans la légende des chevaliers de la table ronde ? Pour enquêter sur le chevalier au dragon, j'ai parcouru l'Europe entière pendant 10 ans. J'ai consulté des milliers de manuscrits médiévaux liés à la légende d'Arthur. J'ai trouvé des parchemins brûlés qu'il fallait déchiffrer, d'étranges prophéties qu'il fallait décrypter. Je suis parti sur les terres des légendes celtes et des sagas vikings. Plus j'avançais, plus la quête devenait impossible. Le chevalier au dragon est devenu une obsession. Il fallait à tout prix que je trouve la fin de l'histoire. Emanuele Arioli est médiéviste, spécialiste des romans de la table ronde. Sa recherche sur les aventures du chevalier au dragon a commencé sur les terres celtes, là où la légende d'Arthur trouve son origine. À cette époque, l'ancienne province romaine de Britannia, qui correspond à la Grande-Bretagne actuelle, était occupée par les Bretons, qui parlaient des langues celtiques. Les légendes circulaient alors de manière orale, sous forme de poèmes chantés par les bardes.
C'est au pays de Galles que débutait mon voyage, et plus précisément à Aberystwyth, petite ville aux allures de bout du monde. La langue celtique locale, le gallois, y est toujours vivante. J'avais rendez-vous à la Bibliothèque nationale du pays de Galles, où sont conservées les plus anciennes sources sur la légende du roi Arthur. De véritables trésors que de rares experts comme Ceridwen Lloyd Morgan sont capables de déchiffrer. Spécialiste des langues celtiques médiévales, Ceridwen saurait me guider à travers cette tradition orale archaïque, dont seuls quelques rares manuscrits gardent encore la trace. Ça se trouve dans le Gododin, le poème d'Aneurin. Ah, le voilà qui arrive, merci. Donc, c'est un manuscrit très, très important et très précieux. C'est la plus ancienne mention du roi Arthur, c'est ça? C'est ça. Hun yw e Gododin Aneurin a'i cant. Ceci est le Gododin. Aneurin l'a chanté. S'ensuit plusieurs strophes qui sont des élégies sur des guerriers qui sont morts à la bataille de Catraeth. Goddole o heid meirch e geiaf, gochorau brain du ar fyr caer. Il prêtait des chevaux à ses hommes pendant l'hiver. Il donnait à manger aux corbeaux noirs, près du mur de la forteresse. Cyn I bef Arthur. Bien qu'il ne soit pas Arthur. Ça, c'est la première mention d'Arthur ou d'un Arthur dans la littérature galloise et en fait dans la littérature européenne en général. Alors ça signifie qu'à l'époque, Arthur était déjà connu. Exactement. C'était le modèle du chef de bande de guerriers, le modèle idéal. Et à quelle époque remonte ce poème? Il est difficile à savoir, on ne sait pas exactement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mention de la bataille de Catraeth dans d'autres documents, mais on croit que ça pouvait être au 7e siècle. Depuis le 5e siècle, la Grande-Bretagne traverse une période d'instabilité. Avec le retrait des troupes romaines, des peuples germaniques envahissent l'île. En l'an 600, les Angles et les Saxons occupent les 2/3 de la Grande-Bretagne. Tandis que les Bretons sont repoussés dans les terres les plus hostiles, en Cornouailles, au pays de Galles et en Écosse. Ces poèmes en ancien gallois, quand on les lit, c'est comme un choc, parce qu'on est transporté dans notre ambiance, notre temps, avec une façon tout à fait différente d'envisager la vie. Et... penser le monde, en fait. Ouais. Et c'est une vie assez cruelle, violente. C'est dans ces âges sombres qu'émerge la figure d'Arthur, héros de la résistance bretonne contre les anglo-saxons. Il faut attendre un ouvrage latin du XIIe siècle pour que le destin d'Arthur se trouve enfin mêlé à celui des rois de Bretagne. Son auteur est un certain Geoffroy de Monmouth, évêque gallois qui écrit pour le roi d'Angleterre. C'est le premier texte où nous trouvons une biographie d'Arthur et d'un Arthur qui est roi. De Arturo nobilissimo rege Britannorum, concernant Arthur, le plus noble roi des Britons. Geoffroy de Monmouth, il essaye de le rendre plus réel en l'inscrivant dans la vraie histoire. Exactement. C'est un mélange, si vous voulez, de sources quasi historiques et une imagination. C'est grâce à Geoffroy de Monmouth que nous avons aujourd'hui la légende arthurienne comme nous le connaissons actuellement. C'est le seul portrait que nous possédons du roi Arthur. Mais c'est encore un Arthur sans chevalier, sans table ronde. Exactement. C'est un proto-Arthur. C'est un proto-Arthur. Pas de chevalier au dragon, ni de table ronde dans l'œuvre de Geoffroy de Monmouth. La biographie d'Arthur tient en une vingtaine de pages. Le récit commence en Cornouailles, à Tintagel,
où l'auteur situe la conception d'Arthur. C'est sur cette île tourmentée qu'un soir, le roi Uther Pendragon, avec l'aide de Merlin, prend l'apparence du duc de Cornouailles et pénètre dans son château. Se faisant passer pour lui, il passe la nuit avec sa famille Gerne, et c'est ainsi qu'Arthur est conçu. Aujourd'hui, la presqu'île de Tintagel est recouverte des ruines de nombreux bâtiments médiévaux dont l'histoire et la fonction restent énigmatiques. Pourquoi Geoffroy de Monmouth a-t-il choisi Tintagel comme lieu de la conception d'Arthur? Et au-delà des récits mythiques, Arthur a-t-il réellement existé? En somme, quelle part de réalité contient la légende? Récemment, l'archéologie s'est penchée sur la question. Wyn Scott est responsable scientifique du site de Tintagel depuis plus de 20 ans. Avec son équipe, il s'est intéressé à un complexe de bâtiments rectangulaires très anciens. Ce sont des bâtiments très importants. Nous ne savons pas quelle était la hauteur de ces murs. Mais on peut imaginer un grand toit en bois au-dessus. Une grande partie de la structure était en bois. Ces murs sont très solides, au moins 1 mètre d'épaisseur. Ils ont utilisé la pierre de l'île pour construire ces murs et ils ont créé des terrasses tout autour. L'île entière était densément occupée par un grand nombre de ces bâtiments rectangulaires. Ceux-ci ont été fouillés, mais il reste encore beaucoup de ruines qui se cachent sous terre. En 2018, les fouilles de Wyn Scott et son équipe ont révélé l'ancienneté exceptionnelle du site. Nos dernières fouilles montrent qu'il y a eu une occupation continue pendant des centaines d'années, jusqu'au début de la période médiévale, de 410 jusqu'en 800, 900 et même l'an 1000. Nous avons cette preuve importante d'une occupation à cette époque lointaine, juste après les Romains, où Arthur est censé avoir vécu. Oh, Karl, regarde ce que j'ai trouvé. C'est stupéfiant de beauté. C'est un verre post-romain. Lors de la fouille de ces bâtiments, nous avons trouvé de nombreuses poteries provenant de la Méditerranée orientale, d'Afrique, de Turquie et de Grèce. Ce lieu, extraordinairement éloigné de Cornouailles, avait donc des liens très forts avec la Méditerranée. Mais la plus étonnante découverte est une pierre, dissimulée dans une des maçonneries du bâtiment et recouverte d'étranges inscriptions. C'est une inscription remarquable. On peut en lire une partie. On a Tito, Viri, Duo, le latin pour 2 hommes, Fili, les fils en latin, et un monogramme très élaboré, avec beaucoup de détails. Et on a un autre monogramme compliqué. On ne comprend pas vraiment cette inscription. Il s'agit d'une inscription formelle, mais pas d'une inscription comme celle que l'on trouve normalement sur une pierre tombale. Elle a été réalisée par quelqu'un qui connaît bien les manuscrits. Il s'agit d'un scribe bien entraîné. Cela nous montre qu'à Tintagel, il y a des personnes importantes avec des scribes qui écrivent pour elles. Le fait que nous ayons ces inscriptions, ces incroyables fragments de poterie retrouvés sur le site, et plus de 100 bâtiments, peut-être tous de la même période, soit plus qu'à Londres à la même époque, cela montre que Tintagel a pu être une cour royale. Impossible d'en déduire l'existence d'Arthur, mais cette découverte éclaire le choix de Geoffroy de Monmouth. Il se peut que Geoffroy de Monmouth ait entendu parler de la réputation de ce site. Il se peut qu'une longue tradition orale ait fait référence à cette cour royale incroyablement importante. Et c'est ainsi qu'il l'a intégrée dans l'histoire du roi Arthur.
En inscrivant la naissance d'Arthur dans un décor à la fois prestigieux et ancien, Geoffroy de Monmouth donnait plus de réalité à son récit. Mon voyage se poursuivait à Glastonbury. C'est sur cette colline du Somerset, autrefois entourée de marécages, que la tradition médiévale situe l'île d'Avalon. Selon Geoffroy de Monmouth, Arthur, mortellement blessé par son fils Mordred, y aurait été transporté par des fées pour y soigner ses blessures. La légende dit qu'il y repose encore et qu'il reviendra un jour pour sauver les Bretons. « 50 ans après l'ouvrage de Geoffroy de Monmouth, la tombe du mythique souverain aurait été découverte dans le cimetière de l'abbaye de Glastonbury. Luc Loder est médiéviste. Il s'est intéressé à l'histoire de cette sépulture pour tenter de démêler la vérité de la légende. En 1191, les moines de l'abbaye de Glastonbury font une découverte étonnante dans leur cimetière. Ils creusent une grande fosse, certains récits disent jusqu'à 12 pieds de profondeur, la hauteur de 2 hommes adultes. Au fond de cette fosse, ils trouvent une tombe en bois grossièrement taillée. Au-dessus de cette tombe se trouve une très grande croix en plomb, avec les mots suivants inscrits en latin. Ici repose le roi Arthur sur l'île d'Avalon. Une histoire raconte que le roi Plantagenet Henri II a dit aux moines que s'ils creusaient dans le cimetière, ils pourraient trouver quelque chose d'intéressant. Les fouilles médiévales auraient donc été commanditées par le roi d'Angleterre en personne. Depuis son mariage avec Aliénor d'Aquitaine en 1152, Henri II de la dynastie normande des Plantagenets cherche à asseoir son pouvoir sur son immense territoire, recouvrant la Grande-Bretagne et les 3/4 de la France actuelle. Une vaste opération politique à laquelle Arthur se trouve mêlé. Il était très bénéfique et intéressant pour les Plantagenets de promouvoir ce mythe pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, c'est une dynastie qui a principalement gagné le pouvoir par le conflit. Ils ont besoin d'un moyen de légitimation et de dire « Nous avons le droit de gouverner pas seulement parce que nous avons conquis ». Ils veulent se rattacher aux anciennes traditions du peuple breton et des populations britanniques. Et l'une des façons d'y parvenir est par le biais d'Arthur. À partir de là, Glastonbury est devenu incroyablement célèbre. L'opération des rois Plantagenets est un succès immédiat. D'un simple chef de guerre breton ayant peut-être existé à l'aube du Moyen-Âge, Arthur devient une véritable légende. Si le personnage d'Arthur était bien lié au pays de Galles, alors d'où venait Ségurant? Je poursuivais la lecture du manuscrit. Le début de l'histoire se déroulait sur une île au nom mystérieux qui, à ma connaissance, ne se trouvait sur aucune carte. L'île Nonsachante. C'est là que le jeune Ségurant devenait chevalier. Le jour de la Pentecôte, le jeune Ségurant le Brun fut adoubé par son grand-père sur l'île Nonsachante. Il lui donna l'accolade en disant « Cher petit-fils, tâchez de rendre ce coup aux mécréants. » Les gens firent grande joie et grande fête. Ségurant leur dit « J'aspire à voir la cour du roi Arthur et les grandes merveilles qu'on en rapporte. J'irai à Winchester. » Winchester, ancienne capitale de l'Angleterre saxonne. C'est là que certaines traditions situent Camelot, la capitale du royaume de l'ogre. Ce royaume légendaire, dont Arthur est le roi, correspond au rêve d'un territoire reconquis, quand les envahisseurs germaniques seront enfin repoussés. C'est à Winchester que se poursuivait ma quête. Le château médiéval qui s'y trouve n'a pas été construit par Arthur, mais par Guillaume le Conquérant. Aujourd'hui, il ne reste que sa grande salle.
et suspendue au mur, la célèbre table ronde. Galad, Lancelot du Lac, Gauvin, Perceval, Lionel. Lionel, Tristan. Yes. Ah, le chevalier de la côte mat taillé. Yes. French one. The knight with the ill-fitting coat. Je retrouvais Laura Bennetts, conservatrice du château et spécialiste du mystérieux objet. And then, of course, Et ensuite, bien sûr, Mordred. Oui, le fils du roi Arthur. yes. So around the rose, it reads, Autour de la rose, il "This est is écrit the round table « Ceci est la table ronde du roi Arthur, avec 24 de ses chevaliers. » And of course, we have 24 Et bien knights sûr, around the il y a table, 24 chevaliers and autour de la Arthur is table, seated at et the Arthur est assis en haut. And I can see the Tudor Et on voit la rose. rose des Tudors au centre. top. Yes. Oui, So the la rose Tudor des rose is Tudors the est l'emblème de emblem la of the dynastie house des of Tudor. Tudors. So when Henry Donc quand Henri VIII VIII commande la peinture de cette table, il appose littéralement l'emblème de sa famille au centre, de sorte que quiconque vient voir cette relique médiévale ne peut s'empêcher de penser aux Tudors. Mieux encore, en fait, le visage original d'Arthur a été peint pour ressembler à Henri. Ainsi, c'est le roi Henri VIII de la dynastie des Tudors qui a fait peindre cette table au XVIe siècle et choisi les 24 chevaliers. And how did he choose Et comment these a-t-il choisi ces chevaliers? C'est une très bonne question, une question très délicate. Il y a une sorte de hiérarchie, avec en haut les chevaliers les plus célèbres et les plus populaires, Galahad, Lancelot, Gauvin. Ce sont des chevaliers qui ont leur propre histoire et quête. Et en bas, il y a des personnages moins connus, comme Lucan, Palamède, Lamorak et Bord de Gaune. Actually, I'm investigating En fait, j'enquête sur le chevalier au dragon, qui est censé être le chevalier le plus valeureux de la cour du roi Arthur. and Il est absent. he's missing. Il aurait pu être sur cette table. Oui, oui. Ségurant était absent de la liste. Pourtant, dans le récit que j'avais découvert, il s'apprêtait à défier les meilleurs chevaliers lors d'un tournoi, le plus grand jamais organisé au royaume de l'ogre. Dans la prairie de Winchester, toutes les tentes étaient dressées. Celle de Ségurant était surmontée d'une pierre précieuse qui éclairait le jour et la nuit comme un flambeau. Devant la tribune du roi Arthur, Lancelot, Gauvin et tous les meilleurs chevaliers étaient là et joutaient entre eux. Soudain, Ségurant se mit à côté de la quintaine pour les défier au combat. Les chevaliers de la table ronde s'élancèrent vers lui. Ils brisèrent leurs lances sur son écu. Bientôt, il n'y eut plus aucun chevalier qui voulut se mesurer à lui. Pour sûr, murmurait-on dans les tribunes, ce doit être lui le chevalier qui trouvera le Saint Graal. Ségurant avait toute sa place à la table ronde. Alors comment expliquer son étrange absence? Beaucoup de chevaliers sont absents de cette table. Eric, Yvain, le chevalier au lion. Ce sont aussi des chevaliers très puissants, avec leur propre histoire. La raison est sans doute qu'ils sont moins célèbres en Angleterre. Pour autant que je sache, le roman Eric n'a jamais été traduit en anglais. Ils ne sont pas aussi populaires que les autres, parce que ces chevaliers sont associés à la tradition française. Si Ségurant était absent en Grande-Bretagne, c'est que son origine était à chercher ailleurs. Dès le XIIe siècle, la légende du roi Arthur a traversé la mer et s'est diffusée en France. C'est d'abord un Normand du nom de Vasse qui l'adapte et ajoute pour la première fois la table ronde. Puis c'est au tour de Chrétien de Troyes de reprendre la légende en français. Le roman est né. Membre de l'Académie française,
Michel Zinc s'est penché sur l'émergence du roman au Moyen-Âge. Chrétien III a inventé une forme nouvelle du roman. Il considère que le règne du roi Arthur, c'est un acquis, c'est la toile de fond. Tous ces romans se passent à la cour du roi Arthur ou partent de la cour du roi Arthur, mais le héros n'en est jamais le roi Arthur. C'est un des chevaliers de la table ronde. Tous ces romans sont comme des romans d'éducation qui racontent comment un jeune homme part à l'aventure, se découvre lui-même, découvre l'amour, découvre son destin et devient digne, ou plus digne encore, s'il y était déjà, de siéger à la table ronde. Ces romans français sont traduits, imités, poursuivis, réécrits dans toute l'Europe. Ils deviennent la base de la culture romanesque, littéraire européenne. Dans les villes, alors en pleine expansion, la nouvelle bourgeoisie se passionne pour les aventures de Lancelot ou de Perceval. Ce sont désormais des milliers et des milliers de manuscrits arthuriens qui circulent à travers l'Europe. Alors, d'où venaient ces Gurans? Je décidai d'enquêter sur le manuscrit où j'avais découvert ces aventures. Les prophéties de Merlin. Où et quand ce texte avait-il été écrit? En faisant une recherche, j'ai trouvé un inventaire des manuscrits qui contenaient les prophéties de Merlin, dressés par la chercheuse Nathalie Koble. Elle m'a donné rendez-vous à Venise. Au XIIIe siècle, la République de Venise est une puissance maritime de premier ordre. Un carrefour commercial entre Orient et Occident où circulent les biens les plus précieux. Les épices, les soieries et bien sûr de nombreux manuscrits. Dès le XIVe siècle, le poète italien Pétrarque envisage d'y fonder une bibliothèque publique et lègue sa collection à la ville. Un siècle plus tard, la bibliothèque martienne est fondée. Elle détient l'une des plus riches collections de manuscrits au monde. Le manuscrit que voulait me montrer Nathalie Koble était pour le moins mystérieux. De petite taille, sans aucune enluminure et de modeste facture, il ne contenait que des prophéties du célèbre enchanteur. C'est le manuscrit que je voulais te montrer, qui contient une version brève des prophéties de Merlin, qui date de la fin du XIIIe siècle. C'est un best-seller. Merlin, on le disait, fils d'un incube, c'est-à-dire d'un diable et d'une vierge. Et en tant que tel, eh bien, il avait la capacité de se métamorphoser, de métamorphoser les autres. C'est aussi un personnage qui connaît le futur et le passé, qui surplombe la temporalité et la mémoire. Donc Merlin prophétise, il prophétise toutes sortes de choses qui sont codées, cryptées, mais qui sont aussi assez faciles à déchiffrer pour un lecteur averti. Un léopard nommé du lac s'en ira au royaume de l'ogre et laira son cœur au serpent couronné. Mais lors, il couchera avec un serpent blanc et lui ravira son pucelage et pensera avoir couché avec le serpent couronné. Là, clairement, le léopard surnommé du lac, c'est Lancelot. Le serpent couronné, c'est Guenièvre. Après, il y a une prophétie concernant un chasseur de dragons qui peut t'intéresser. On peut essayer de déchiffrer celle-ci, si tu arrives à... Sachez que l'e-chasseur du dragon sera enchanté avant ceste, et l'autre pierre qu'il aura jettera si grande clarté
est au pavillon qui tendu est devant Vinceste. Sachez que le chasseur du dragon sera ensorcelé au tournoi de Winchester. Une pierre brillera sur sa tente et éclairera d'une très grande lumière l'intérieur comme l'extérieur. Au temps où il sera roi en Orient, elle sera fichée sur sa couronne. À l'époque où il traversera la mer pour aller sur ma tombe, il la fera enchasser sur l'autel de Notre-Dame. Et c'est ainsi que le dragon de Babylone s'en emparera. Ce chasseur du dragon est Ségurant, je crois. Il y a le pavillon, sa pierre précieuse, et on retrouve le tournoi de Winchester. Est-ce qu'on sait qui est l'auteur de ces prophéties de Merlin? Alors, on ne connaît pas l'auteur, on connaît son pseudonyme parce que les romanciers du XIIIe siècle en prose aimaient beaucoup s'inventer des identités un peu farfelues. Merlin est un peu leur figure phare, hein, d'ailleurs. Et donc, celui-ci s'appelle Richard d'Irlande. D'après le travail que j'ai fait, l'auteur est vénitien. Il y a un certain nombre de prophéties qui décrivent la lagune, qui racontent un certain nombre d'événements liés à la politique vénitienne de la fin du XIIIe siècle. Bon, à Venise, on écrivait en français, hein, c'était la langue vernaculaire noble à l'époque. Ségurant devait être le grand héros donc, de la fin du XIIIe siècle dans cette région, alors. Voilà, à Venise, dans la région de Venise, et puis ensuite, ça a essaimé ailleurs. J'étais persuadé que l'origine de Ségurant était à chercher ici, dans le nord de l'Italie. Forcément, il devait y avoir d'autres traces du chevalier au dragon dans la région. Mais où? Je reprenais la route vers le nord, en direction des Alpes italiennes. Parmi toutes les pistes possibles, l'une me semblait incontournable. Le château de Roncolo. Construit au XIIIe siècle dans le Tyrol italien, le château de Roncolo domine la vallée de l'Adige, comme un nid d'aigle perché en haut de son promontoire. Les trésors qu'il abrite sont inestimables. Le plus grand cycle de fresques arthuriennes au monde. Un ensemble pictural émouvant représentant des dames et des chevaliers, des animaux réels et imaginaires. Mais surtout, des scènes directement inspirées des aventures d'Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. Le roi Arthur se trouve au centre, non? Oui, c'est celui du milieu. On le reconnaît juste sous l'arbre. Et les autres sont tous anonymes? Exactement. Ils n'ont pas d'armoirie, donc on ne peut pas les reconnaître malheureusement. Je sollicitais Anna Bernardo, conservatrice du château et spécialiste des fresques médiévales. Pourquoi le plus grand cycle de fresques arthuriennes se trouve ici? Cela est dû aux commanditaires des fresques, les frères Nicolas et François Winkler. Ils ont acheté ce château en 1385. Ce sont des membres de la bourgeoisie qui, à un moment donné, deviennent nobles. Et donc, représenter ces cycles arthuriens et toute la vie de cour que l'on trouve dans le château est une manière de recevoir une légitimation et d'adopter ce qui est alors le mode de vie de la noblesse. Je viens de trouver un manuscrit qui parle d'un chevalier inconnu appelé Ségurant. Et c'est un roman qui a été écrit dans la région de Venise. Je me demande si l'on peut trouver des traces d'un chevalier qui chasse un dragon, ici à Roncolo.
Oui, nous avons plusieurs chevaliers ici. Nous avons Ivan, qui est le chevalier au lion. Mais il y a une représentation à l'extérieur qui pourrait vous intéresser. Anna Bernardo me conduisait à la galerie des Triades. On y trouvait 9 héros, historiques et légendaires, choisis pour incarner l'idéal de la chevalerie. Le roi Arthur, Charlemagne. Charlemagne. Ce troisième? Le troisième est Godefroy de Bouillon. Ici, les 3 chevaliers de la table ronde, Perceval, Gauvin et Yvain. Et puis les 3 couples d'amants les plus célèbres. Tristan et Iseux. Tristan et Iseux, naturellement, au centre. Et puis nous arrivons aux 3 héros les plus valeureux. Peut-être que cela vous intéressera. Nous avons Théodoric avec son épée, au centre Siegfried, et son bouclier avec la couronne, comme il est décrit dans la chanson des Nibelungen. Siegfried, le célèbre héros de la chanson des Nibelungen. Lui aussi, il pourchassait un dragon. Je me demande si Siegfried n'a pas inspiré Ségurant, parce qu'ils chassent tous les deux un dragon et que leur nom est similaire. Oui, sûrement. En effet, le Tyrol, il ne faut pas l'imaginer comme une terre fermée, mais plutôt comme un point de contact entre le nord et le sud, en particulier entre l'Allemagne du Sud et l'Italie du Nord. La littérature arthurienne et la littérature germanique étaient très populaires ici au Tyrol. D'ailleurs, il existe un manuscrit datant du XIIIe siècle et qui semble avoir été écrit au Tyrol, qui contient la chanson des Nibelungen. Donc Siegfried aurait pu traverser les Alpes, ici au Tyrol, pour atteindre l'Italie? C'est certainement une hypothèse fascinante et je ne l'exclurai pas. La présence de Siegfried dans les fresques du château de Roncolo ouvrait une nouvelle piste. Et si Ségurant n'était autre que Siegfried, convié à la table ronde, sous la plume d'un auteur italien, je me replongeai dans la lecture des aventures de Ségurant, avec cette idée en tête. Un nouveau personnage entrait en scène, la maléfique fée Morgane, démisseur du roi Arthur. Dans son château, la fée Morgane invoqua un diable d'enfer. Diable, quel est ton nom? Je m'appelle Lucifer, et on m'appelle Dragon, parce que j'engloutis les âmes des pécheurs. Pour sûr, il me fallait quelqu'un comme toi. Le dragon était donc un diable au service de la méchante fée. Le récit se poursuivait. Morgane envoyait le dragon s'aimer la panique au tournoi de Winchester. Soudain, un mur de feu apparut. Que vous dire? Derrière les flammes se dressait un dragon hideux. Ségurant jura alors. Si je ne libère pas le royaume de l'ogre de ce dragon, je ne veux vivre un jour de plus. Puis il traversa le mur de feu. C'est alors qu'il oublia tout, lui-même et les autres, sauf le dragon, qui devint sa seule obsession. Mais il ne pouvait pas le tuer, car il s'agissait d'un pur esprit. Et l'esprit, bon ou mauvais, ne meurt jamais.
Je traversais les Alpes sous les traces de Siegfried, le héros germanique, pour me rendre en Allemagne, au château de Drakenburg. Construit en 1882 par un riche banquier, ce magnifique palais néo-gothique est une ode à la chanson des Nibelungen. En cette fin de siècle, le compositeur Richard Wagner fait de Siegfried le héros romantique de son cycle d'opéra L'Anneau des Nibelungen et remet au goût du jour les légendes médiévales. Aventüre von den Nibelungen. Uns ist in alten Meeren wunders viel geseit. Von helleden Lobbebeeren, von großer Arbeit, von Freude und Hochgezieten, von Weinen und Klagen, von Kurner Reckestrieten, mugget ihr nur Wunder hören sagen. Je retrouvais le professeur Jürgen Wolf, spécialiste de littérature médiévale. Il m'avait apporté un fac-similé d'un manuscrit de la chanson des Nibelungen. Ici commence la chanson des Nibelungen. Et dans ce manuscrit, on voit ici cette première grande lettrine. C'est un dragon. Qu'est-ce que la chanson des Nibelungen? Essentiellement, c'est l'histoire de deux grandes familles de héros. D'abord, les Burgondes, et puis les héros de Xanthe. Et dans ce monde burgonde, arrive un grand héros venu d'ailleurs, de Xanthe. C'est Siegfried. Dans la chanson des Nibelungen, on fait seulement allusion à l'histoire du dragon et du combat entre Siegfried et le dragon. Il s'agit d'une parole rapportée. De sa main, le héros a tué le dragon. Il se baigna dans son sang. Donc on voit que toute cette histoire, Siegfried, le combat contre le dragon, etc., l'auteur la connaît bien, le public la connaît bien. Il suffit de la citer, tout le monde connaît cette histoire. On dirait que Ségurant et Siegfried sont deux variations d'un même mythe. Ils chassent tous les deux un dragon et ils traversent un mur de flammes. Siegfried existe déjà dans la mémoire culturelle de cette société courtoise, et ce sur un grand territoire qui comprend l'Allemagne, la France, l'Italie et naturellement les pays nordiques. Toutes ces histoires concernant des dragons et des combats contre des dragons, qui sont bien sûr liés au nom de Sigurd dans les versions du Nord, datent essentiellement sur le continent des années 1200. Mais dans le Nord, on en trouve des traces archéologiques bien plus anciennes, avant tout en Suède, puis également en Norvège et en Islande. Et ton auteur à toi, lui aussi, puise dans cette tradition. L'origine de Ségurant était sans doute à chercher bien plus au nord. Le professeur Jürgen Wolf me lançait sur la piste d'un chasseur de dragons hors du commun. Sigurd, le héros des sagas vikings.
Les plus anciennes traces de Sigurd remontaient au 8e siècle. Il ne s'agissait plus de manuscrits, mais d'immenses pierres, couvertes d'inscriptions et de dessins gravés. Les pierres runiques. Érigées entre le 4e et le 12e siècle, on en compte plus de 3000 à travers la Scandinavie. Accompagnées d'écritures en runes, cet alphabet de 24 signes que les archéologues ont pu déchiffrer, elles constituent des monuments à la mémoire des morts. Je traversais la Suède en direction du comté de Södermanland, où plus de 300 pierres ont été découvertes. La plus spectaculaire d'entre elles s'est trouvée à quelques kilomètres d'Eskilstuna. J'avais pour guide Bo Eriksson, historien à l'université de Stockholm et spécialiste de la mythologie viking. La pierre était énorme et les inscriptions, vieilles de plus de 1000 ans, en partie effacées. Et nous pouvons le voir ici. Le corps du dragon passe tout autour. C'est le corps du dragon Fafnir. Cette fresque raconte l'histoire de Sigurd, le tueur de dragons Fafnisbane. Regin est le père adoptif de Sigurd. Et il amène Sigurd à Gnitaheden, là où se trouve le dragon. Il monte sur son cheval Grani et ils partent à cheval. Quand Regin et Sigurd arrivent à Gnitaheden, ils creusent une fosse pour se cacher du dragon. Quand le dragon arrive, Sigurd lève son épée et la plante dans le corps du dragon. Il découpe le cœur du dragon qu'il pose sur le feu. Pour vérifier qu'il est vraiment bien cuit, il le touche avec son pouce et il se brûle. Puis il porte son pouce à sa bouche et c'est alors qu'il ingère le sang du dragon. Boire le sang du dragon fait qu'il entend les oiseaux dans l'arbre. Et les oiseaux lui disent que Regin, son père adoptif, veut tuer Sigurd. Sigurd prend alors son épée et tue Regin. C'est pour cela que Regin est représenté décapité là-bas. Sigurd prend le cheval et le trésor du dragon et s'en va. Et que signifient ces inscriptions runiques? Les inscriptions runiques racontent une autre histoire que celle de Sigurd. Il s'agit de Sigrid qui fait construire un grand pont ici, en mémoire de son mari. C'est écrit ici, För Swear, c'est-à-dire pour son âme. Et ici, on voit Holmger, le nom de son mari. Que représentent les dragons pour les Vikings? Les dragons représentent à la fois le bien et le mal, à la fois l'ordre et le chaos. Les dragons et les grands serpents étaient sculptés sur les navires vikings ou bien sur des objets. Donc pour les Vikings, le dragon était un symbole bien connu. Dans le cas de Sigurd et du dragon, il s'agit en quelque sorte d'un rite de passage, de virilité. Tuer un grand dragon, l'épreuve ultime. Mais ce dragon est bien réel, n'est-ce pas? Ce dragon est bien réel. C'est une personne qui a été transformée en dragon, mais dans la légende, dans le récit, il existe. On peut voir sa main tenir l'épée, et l'épée transperce le corps du dragon. C'est un être bien réel.
je me remémorais le récit que j'avais découvert. Dans le dernier épisode, la fée Morgane avait ensorcelé Ségurant. Elle l'avait condamné à poursuivre un dragon imaginaire. Donc Ségurant ne pouvait pas tuer le dragon. C'est ce qui fait la différence entre Ségurant et Sigurd. Dans le manuscrit que j'ai trouvé, le dragon ne peut pas être tué. Il n'est qu'une illusion. Je poursuivais la lecture du manuscrit. La méchante fée Morgane se rendait au tournoi de Winchester pour convaincre le roi Arthur que Ségurant, comme le dragon, n'existait pas. Morgane se présenta au roi. Sire, c'est une folie d'attendre ce chevalier. Tout ceci est le fruit d'un mauvais sort. Bientôt, il n'y eut plus personne pour croire en l'existence de Ségurant et du dragon. Plus personne sauf un jeune homme irlandais nommé Golistan, qui jura qu'il serait un jour adoubé par le chevalier au dragon. Je cherchais désespérément la suite. Mais le récit s'arrêtait là. J'avais achevé ma lecture du manuscrit. Mais à la fin du texte, je remarquai un détail. La dernière phrase restait en suspens. Pour tricher les hommes, leur donnera la maladie de Lazare. Et si le manuscrit était incomplet? Et s'il y avait une suite à chercher? Pour en avoir le cœur net, il fallait que je rentre à Paris. Mon voyage à travers l'Europe n'avait pas été vain. Du pays de Galles à la Suède, j'avais obtenu des informations clés et éclairci de nombreux mystères quant aux origines du chevalier au dragon. Ségurant n'était pas un héros de légende celte, comme Arthur et Merlin, ni l'un des célèbres protagonistes des romans de Chrétien de Troyes, comme Lancelot du Lac et Perceval. Mais plutôt un chevalier inventé par un auteur du nord de l'Italie qui écrivait en français. Pour créer de toutes pièces le chevalier au dragon, cet auteur s'était sans doute inspiré de Siegfried, le héros germanique, et même de Sigurd, le héros viking. Il leur avait emprunté les éléments de l'histoire, le dragon, le mur de feu et le trésor sous la forme d'une pierre précieuse. Mais contrairement à Sigurd et à Siegfried, Ségurant n'avait pas tué le dragon. À Paris, je retournais voir le manuscrit original pour le dater plus précisément et vérifier s'il était complet. Je faisais appel à deux experts, Mark Smith, paléographe, capable de dater l'écriture, et Françoise Vieillard, philologue, spécialiste des langues romanes médiévales. L'histoire de Ségurant commence ici. Where fut ainsi comme la vraie histoire le témoigne. Je leur racontais l'histoire que j'avais découverte. L'enfance de Ségurant. Son adoubement sur l'île non sachante. Son arrivée à Camelot pour rencontrer le roi Arthur. Et enfin, le tournoi de Winchester, où il brilla tant par sa bravoure que la foule conquise vit en lui l'élu, celui qui achèverait la quête du Graal.
Mais son destin avait soudain basculé. La méchante fée Morgane avait condamné Ségurant à poursuivre un dragon imaginaire et convaincu Arthur que Ségurant n'avait jamais existé. On est en plein suspense. Oui, voilà. Exactement. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et d'un autre côté, en quelque sorte, Ségurant a été oublié. On a dit qu'il n'existe pas, et donc on pourrait imaginer que l'histoire finit comme ça. On pourrait. Ici, ça s'arrête au milieu d'une phrase. Pour tricher les hommes, leur redonnera la maladie de Lazaron. Et après, si on tourne, il n'y a plus rien. Oui, il est difficile d'imaginer un manuscrit inachevé. Pour l'écriture, serait inachevé puisque il est ensuite achevé matériellement par l'addition du décor, les initiales en couleur. Ici, avec ce fond d'or. Et par rapport à la date du manuscrit, vous en pensez quoi? La date du manuscrit, alors, dans le style, c'est une écriture qui est assez typique disons de la fin 14e, début 15e. On a ces S et F très marqués, descendant sous la ligne, avec ce corps renforcé par un coup de plume qui descend et qui remonte. Du coup, on peut dire que c'est plutôt au début du 15e siècle. Oui, c'est déjà quelque chose. Fin du 14e. Ça, c'est toujours difficile de dire. Les paléographes, en général, essayent de dater à 25 ans près, en gros, et c'est déjà ambitieux. C'est déjà ambitieux. Ça supposerait de savoir quel âge a le scribe, quand il a appris à écrire, etc. Ouais. Mais dans l'évolution générale, oui, on est autour de 1400, disons. Et je pense que Ségurant remonte à la même époque que les prophéties de Merlin et a été aussi écrit en Italie. Puisque, en fait, Ségurant est plus ancien que ce manuscrit. Ce manuscrit, on l'a vu, il date de la fin du XIVe ou du début du XVe siècle. Mais les traits de langue montrent un texte qui remonte au XIIIe siècle, non? Oui, comme les prophéties. Comme les prophéties. Et ce qui est curieux, c'est qu'il manque encore une partie importante du texte des prophéties de Merlin. Oui, ce qui amènerait à penser que qu'il pouvait y avoir même un volume de plus. On pourrait postuler un second volume avec la suite du Merlin, enfin la suite des prophéties de Merlin, pardon, fourrée elle-même de Ségurant. Oui. Est-ce que vous pensez que j'ai des chances de trouver les autres morceaux de cette histoire ou... On peut rêver, on peut espérer. Il faut fouiller dans toutes les bibliothèques du monde. Dans tous les Merlins. Dans tous les Merlins. Je décidai de poursuivre sans relâche la piste de Merlin et de consulter un par un tous les manuscrits liés à la figure du célèbre enchanteur. Merlin. Les manuscrits sont souvent des copies de copies. Peut-être que plusieurs copies contenaient différentes parties de l'histoire, et qu'en consultant une par une toutes les copies, il était possible de tomber sur la suite de l'histoire. Je parcourais des centaines de manuscrits, sans rien trouver. Jusqu'à ce que je tombe sur le nom de Ségurant. Ségurant le Brun, c'est lui qui chevalier le devait faire. C'était à la Fondation Bodmer, à Genève, dans un manuscrit sans nom qui mêlait les prophéties de Merlin et d'autres aventures de la quête du Graal. Épuisé par sa poursuite du dragon, Ségurant s'était arrêté dans une auberge. Un jeune homme entra. Qui va là? Je suis Golistan, fils d'un géant d'Irlande. Je cherche le chevalier au dragon par lequel je veux être adoubé. Jeune homme, vous l'avez devant vous. Golistan s'agenouilla.
et proposa à Ségurant d'être son écuyer. Je venais de trouver la suite directe des aventures de Ségurant, exactement là où je l'avais laissé. Ce n'était donc pas une folie. La clé, c'était ce jeune homme irlandais, Golistan, le seul qui, comme moi, avait cru en l'existence de Ségurant. Les aventures du chevalier progressaient. Mais je n'étais pas au bout de mes surprises. Un peu plus loin, c'est l'un des personnages les plus célèbres de la légende arthurienne qui entrait en scène, la Dame du Lac. Soudain, une dame saisit la main de Ségurant. Chevalier, vous êtes ensorcelé. Dame du Lac, puisqu'on dit tant de bien de vous, aidez-moi si vous le pouvez. Sachez que seul le Graal pourra vous délivrer. Il vous faudra traverser la mer pour le trouver. Le Saint Graal. Soudain, l'objet le plus fascinant de la littérature arthurienne faisait son apparition. Comment le Saint Graal apparut au chevalier de la table ronde. Le Graal apparaît pour la première fois dans le dernier roman de Chrétien III, Le Conte du Graal ou roman de Perceval. Ce roman raconte l'histoire d'un jeune naïf, d'un jeune sot, tellement ignorant qu'il ne sait même pas son nom. Perceval quitte sa mère veuve au fond de la forêt désolée et solitaire. Un soir, il est hébergé dans un château mystérieux qui brusquement apparaît comme par magie. Pendant le repas, défile plusieurs fois un étrange cortège et puis une jeune fille porte un Graal tout découvert, dit le texte. Qu'est-ce qu'un Graal ? Perceval voudrait poser la question à son hôte. Il n'ose pas. Mais nous restons sur ce mystère, puisque le roman est inachevé, de sorte que l'histoire a tout de suite eu un succès énorme. Quelques années après Chrétien de Troyes, un auteur nommé Robert de Boron s'empare du Graal et en donne une interprétation clairement religieuse. Que dit Robert de Boron ? Il y a une coupe dont se sert le Christ, que Joseph d'Arimathie aurait récupérée après l'arrestation du Christ et dans laquelle il aurait recueilli le sang qui coulait du flanc du Christ en croix. Ce Graal devient la plus sacrée des reliques et le règne du roi Arthur paraît de plus en plus comme destiné à aboutir à cette quête du Graal et à cette aventure du Graal. Ségurant était-il l'élu qui trouverait le Graal ? Il fallait continuer à chercher ailleurs, en consultant tous les manuscrits liés au Saint Graal. Les chances étaient maigres, et le champ de recherche, immense. Pendant plusieurs années, j'ai fait des voyages pour rien. J'ai visité des centaines de bibliothèques à la recherche de Ségurant, sans rien trouver. J'ai failli abandonner plusieurs fois l'entreprise. Et je n'osais plus parler de ma recherche, de peur qu'on me prenne pour un fou. Seul dans ma quête impossible, obsédé par un roman qui avait sans doute disparu, je m'identifiais de plus en plus au chevalier au dragon,
condamné à poursuivre une chimère. Jusqu'au jour où j'ai décidé de changer de stratégie. Si je voulais trouver quelque chose, il fallait consulter le manuscrit que personne n'avait regardé. C'était là ma quête. Ferrare, au nord de l'Italie. En 1536, la foudre s'abat sur l'une des tours du château où se trouve la bibliothèque de la très riche famille d'Este. Elle s'écroule, emportant avec elle des centaines de manuscrits. Ce n'est que récemment, à Bologne, dans les archives d'État, que quelques rares fragments ont refait surface de la plus étrange des manières. La plupart d'entre eux ont été récupérés récemment. La recherche est encore ouverte. Ça, c'était le dos du registre 1615-1616. L'archiviste Massimo Giansante m'avait préparé une sélection de fragments très abîmés. À la suite de l'incendie du château d'Este, les manuscrits rescapés avaient été dépecés et recyclés en couverture de registre. Ces manuscrits, si précieux à nos yeux, sont ainsi devenus les couvertures de registres modernes. Registres d'actes notariés, registres d'actes judiciaires. Ce phénomène de réutilisation a permis de sauver certaines reliques de ce grand naufrage. Ce sont des manuscrits arthuriens? Oui, ils sont tous issus du cycle arthurien. Je cherche un chevalier appelé Ségurant qui chasse un dragon. Qui sait? Peut-être même qu'on pourrait le trouver. Ici, on voit bien le cheval. Messia Guiron. Et anche questo qui, un gravin. Ici, on voit le cheval qui est très, très bien réalisé. C'est certainement une dame. La dame et le chevalier. La courtoisie parfaite. Messire Guiron et l'autre chevalier Desmond. Non, Ségurant ici n'apparaît pas. Le texte est très effacé. Oui, c'est très effacé. Il nous faudrait la lampe de Wood. Avec les rayons ultraviolets. Tout à fait. Ségurant. En cette forêt, Ségurant rencontra une des plus belles demoiselles qui fut en tout le monde, et sa beauté estuait telle. Dans une forêt, Ségurant rencontra la plus belle demoiselle au monde. Sa beauté était telle que toute la forêt resplendissait autour d'elle.
Et quand elle comprend que c'est Ségurant le meilleur chevalier au monde, il lui plaît beaucoup. Incroyable, au milieu de ces résidus de parchemin se trouvait un épisode inédit, totalement différent du reste de l'histoire. Le dragon avait disparu, remplacé par une demoiselle. Ce fragment où Ségurant tombait amoureux était en totale contradiction avec le reste de l'histoire. À vrai dire, Ségurant présentait un défaut pour l'époque. Lancelot est amoureux de Guenièvre, Tristan d'Iseux. Ségurant, lui, poursuit un dragon. Était-il possible qu'un autre auteur ait ajouté cet épisode pour y remédier ? Au Moyen-Âge, le texte est nécessairement mouvant. L'imprimerie n'existe pas, donc il n'existe pas de texte officiellement désigné comme définitif. Et donc, nous avons toujours un texte incertain. Et un texte incertain parce qu'il est généralement recopié sur un autre manuscrit. Il y a le copiste qui copie son modèle. Et puis, il y en a un qui copie et qui en même temps commente. Et il y a celui qui écrit à partir d'autres ouvrages, mais il y a plus des autres ouvrages que de ce qui est de lui. Et puis il y a celui qui écrit et il y a plus de lui que d'autres ouvrages. Alors lui, c'est un auteur, c'est-à-dire qu'il a de l'autorité. S'il y avait plusieurs auteurs, alors il y avait différentes versions des aventures de Ségurant qui circulaient en Europe. Ma quête devenait labyrinthique. Prisonnier d'un immense chantier, je ne savais plus comment y mettre un terme. Il ne me restait plus qu'un endroit à explorer, sans doute le plus difficile de tous, la bibliothèque de Turin. Turin, la nuit du 25 janvier 1904. Un terrible incendie ravage la Bibliothèque nationale universitaire. Le feu se propage comme une traînée de poudre et les pompiers, arrivés sur le tard, jettent les livres par les fenêtres pour tenter désespérément de les sauver des flammes. En tout, plus de 2000 manuscrits et 30 000 livres imprimés sont définitivement perdus. Quant aux 2500 manuscrits rescapés, ils sont encore aujourd'hui conservés à la Bibliothèque nationale universitaire de Turin. Depuis plus d'un siècle, ils ont fait l'objet de plusieurs grandes campagnes de restauration dont les techniques se sont peu à peu perfectionnées. Maria Letizia Sebastiani a dirigé la dernière opération de sauvetage de ces précieux ouvrages. Il a un ancien français, ce manuscrit. Il est pour toi, nous l'avons choisi exprès. Ce sont des parchemins agglutinés. Le long du bord, il y a une transformation physico-chimique, donc les parchemins se sont soudés entre eux. Et il est très difficile de les ouvrir sans faire de plus gros dégâts. En outre, il y a des fragments qui sont très difficiles à identifier, parce qu'il s'agit de minuscules fragments. On n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Chevalier de cœur à son mari. Quelles techniques ont été utilisées au début? Les techniques étaient très inventives, car on ne connaissait pas la matière. Dans un premier temps, ils ont procédé en les plastifiant. On voit en même temps les deux côtés. Tu as dans les mains un plastique transparent.
Et puis ils faisaient des sortes de reconstitutions d'un codex. C'est dur. C'est dur. Ça, c'est l'erreur d'avoir essayé d'ouvrir les blocs agglutinés. Ça, c'est la dernière restauration. La restauration conservative signifie intervenir seulement pour empêcher que des morceaux soient perdus. Ça, c'est du vrai parchemin. Ce n'est pas du tout comme les autres. Ils étaient comme les blocs que nous avons vus auparavant. Ça a été un travail de restauration vraiment incroyable. Impressionnant. Je parcourais des dizaines de manuscrits brûlés jusqu'à tomber sur le premier volume d'une immense compilation de romans qui datait de la fin du Moyen Âge. Dragon Ségurant. Va à l'encontre de Ségurant. Était-ce le combat de Ségurant avec le dragon ? L'enluminure était explicite, mais le texte, malheureusement, peu lisible. Le problème est qu'ici l'encre a traversé la page et que le texte est donc illisible. Illisible. Mais la réponse spectrale diffère entre l'encre qui est présente de ce côté de la page et l'encre qui a traversé le parchemin. Cette différence, relativement peu visible à l'œil nu pour les couleurs sombres, est en réalité suffisante pour permettre une identification par analyse mathématique. J'avais à mes côtés Vania Markovas, spécialiste de l'imagerie multispectrale. Ces zones sombres vont disparaître, et cela va rendre parfaitement lisible le côté de la page qui nous intéresse. Wow, impressionnant. À ce premier stade, nous pouvons déjà lire presque parfaitement. Ségurant monta à cheval et erra tout le jour sans aventure trouvée. Che si vedrà meglio nel visibile. Ségurant saut un pied vers le dragon, l'épée au poing. Le dragon venait vers lui, comme un moffet, si aère. Le dragon crache sur lui de toutes ses forces. Projeté au sol, Ségurant lâche son épée. Il aperçoit sa lance qui gisait à terre et s'en saisit. Il vise le dragon au milieu de la gorge et le transperce. Terrassé par la douleur, le dragon pousse un dernier cri et s'effondre de tout son long. Comment Ségurant Librant oxy un dragon terrible, par quoi fut surnommé le chevalier au dragon. J'avais trouvé la fin de l'histoire. Ségurant tuait le dragon. Il se libérait ainsi du mauvais sort, et me libérait moi aussi de cette quête sans fin. Avec ce dernier épisode, les aventures de Ségurant devenaient un véritable roman. De retour à Paris, je reconstituais enfin cet ensemble romanesque de plus de 300 pages. Et le
le dragon, qui se sentit blessé, jette un cri. Mais une question restait en suspens. Comment un roman d'une telle ampleur avait-il pu disparaître ? Tout à coup, je compris. Les incendies des bibliothèques et autres hasards de l'histoire ne suffisaient pas. Il y avait une bonne raison de s'en débarrasser. Cette raison, je l'avais sous les yeux depuis le début. Merlin se devint sulfureux, porteur d'hérésie, fils du diable et d'une vierge. L'Église de Rome avait condamné ces prophéties dans son index des livres interdits et enterré par là même les aventures du chevalier au dragon. En 1542, le pape réagit à la réforme protestante en convoquant le Concile de Trente. Son objectif, renforcer l'Église en la purgeant de ses hérésies. Un index des livres interdits est publié. Parmi les auteurs condamnés figure Merlin l'Enchanteur. Que fait Merlin dans ce recueil où l'on trouve toutes sortes d'auteurs et d'ouvrages? On trouve là à la même page Marcille de Padoue qui contestait le pouvoir temporel du pape et même son pouvoir spirituel. On trouve Jean Calvin, naturellement, le réformateur. Alors Calvin et Marcille de Padoue, on comprend, mais Merlin, l'enchanteur Merlin. Au Moyen-Âge, à côté des romans de la Table Ronde, des romans arthuriens, il y avait un recueil qui a eu un énorme succès, qui était un recueil de prophéties de Merlin. On lisait ces prophéties de Merlin pour essayer de savoir ce qui allait se passer. Merlin est le produit d'une tentative du diable pour contrer l'incarnation du Christ. On prend une vierge, on fait coucher avec un démon incube, naîtra une créature diabolique qui sera littéralement un antéchrist. Ces pouvoirs surnaturels, à l'origine, viennent du diable. Les prophéties de Merlin ne pouvaient être que condamnées parce que c'étaient des prophéties. Et l'Église condamnait les procédés de divination, quels qu'ils fussent. C'était interdit parce que l'avenir n'appartient qu'à Dieu. Les manuscrits des prophéties de Merlin, comme ceux des autres auteurs condamnés par l'Église, sont ainsi brûlés ou détruits. À la Renaissance, c'est toute la littérature arthurienne qui tombe en désuétude, car la chevalerie est en plein déclin. Olivier Renaudot est conservateur au musée de l'Armée et spécialiste des armures du Moyen-Âge. Vous avez une armure ici qui correspond à la fin du XVe siècle, le summum de la technologie possible à l'époque. Vous avez un équipement de sport, mais qui est destiné à un sport mortel. Et comme les tenues des grands sportifs d'aujourd'hui, c'est fait strictement sur mesure, à la mensuration du gentilhomme qui va les porter. Et une armure comme celle-ci, ça coûte à peu près l'équivalent d'1 an de salaire d'un artisan. Le chevalier, c'est un privilégié social, au moins au départ, puisque c'est quelqu'un qui reçoit une terre, qui reçoit un fief, mais c'est un patrimoine foncier rural. C'est-à-dire que c'est un patrimoine qui va assez vite se dévaluer dans le courant de l'époque médiévale. Parce qu'à partir du XIIIe siècle, la richesse se déplace vers les villes. La richesse se déplace vers les artisans, vers les commerçants. C'est l'essor de la banque, c'est l'essor des grands marchands. En fait, c'est une caste qui va très vite s'épuiser et qui va très vite s'appauvrir. Donc on a encore un peu de moyens pour s'offrir une armure, parce que de toute façon, si on n'a pas l'armure, on ne peut pas se présenter sur le champ de bataille correctement. Mais la guerre, qui était auparavant le privilège des chevaliers, eh bien, devient un privilège à échelle des États. Et le chevalier n'est plus
qu'une toute petite chose au sein de ces grandes armées nationales donc, qui se forment à partir du XVe siècle, sous l'égide du roi de France, du roi d'Angleterre. Cette identité du chevalier courageux, valeureux, autonome, a complètement disparu, parce qu'il n'est plus du tout autonome. Les aventures, les forêts, les combats contre le dragon, les princesses délivrées, c'est terminé pour lui. Enfin, si ça a jamais existé. Guidé par une folle nostalgie du passé, le chevalier, comme Don Quichotte, errait dans un monde qui n'avait plus besoin de lui. De la chevalerie, il ne restait plus que ses armures vides et une littérature très éloignée de la réalité, mais qui savait encore faire rêver. Des années plus tard, alors que je travaillais sur une compilation de romans arthuriens du XIIIe siècle, je tombais par hasard sur un bien étrange passage. Illec trouvèrent une nef, moult bien appareillée. Ils se missent dedans et furent tant amers que l'Ivan leur conduit à l'île non sachant. Il s'agissait de la fin des aventures de Ségurant, qui m'avait échappé durant toutes ces années. Le retour de Ségurant et de son écuyer Golistan à l'île non sachante. Comme Ulysse, à la fin de l'Odyssée, Ségurant rentrait chez lui, sur son île natale. Et c'est grâce aux vertus du Saint Graal que Ségurant fut désensorcelé. Finalement, le Graal était peut-être ça, une simple métaphore. Revenir chez soi, revenir grandi. Le plus important n'était pas la réussite de la quête, mais le chemin parcouru. La quête d'Emmanuel et Arioli pour reconstituer les aventures du chevalier au dragon a duré 10 ans. Ce roman oublié sommeillait depuis plus de 7 siècles, dispersé dans 28 manuscrits médiévaux. Aujourd'hui publié, il retrouve sa place dans l'histoire du roman européen et révèle un chapitre inédit de la légende d'Arthur et de ses chevaliers.